Le groupe qui allait être connu sous le nom des Beatles de l'État islamique était composé de 4 hommes britanniques, Mohamed Mouazi, Alexander Cote, El Shafi El Sheikh et Ainé Davis. Les 4 ont grandi au Royaume-Uni, principalement à Londres, et venaient de familles et d'origines ethniques diverses. Mohamed Mouazi est né au Koweït en 1988 et a déménagé au Royaume-Uni lorsqu'il était enfant. Il a grandi à l'ouest de Londres, puis étudié la programmation informatique à l'université de Westminster. Selon la plupart des témoignages, il a eu une enfance relativement ordinaire et n'avait pas de casier judiciaire important avant sa radicalisation. Alexander Coté est né à Londres dans une famille ghanéenne et était connu dans sa jeunesse pour son implication dans la petite délinquance. Il faisait partie des cercles de l'ouest de Londres associés à la consommation de drogue et à la criminalité de rue. El Shafi El Sheikh est né au Soudan et a grandi au Royaume-Uni. Il a également grandi dans l'ouest de Londres. Ainé Davis, également originaire de Londres, avait un passé comprenant des activités criminelles mineures avant son implication dans des réseaux extrémistes. Ces hommes étaient liés par leur origine géographique, leurs cercles sociaux et leur idéologie. Ils appartenaient à une génération de jeunes hommes au Royaume-Uni qui, dans les années 2000 et au début des années 2010, ont été exposés à des interprétations extrémistes de l'islam via des réseaux informels, la propagande en ligne et des relations personnelles. La radicalisation de ces individus n'a pas été soudaine. Elle a été influencée par une combinaison d'expériences personnelles, d'exposition à des idéologies et d'événements mondiaux. Mouazi aurait été confronté à des idées extrémistes pendant ses années universitaires. Il existe également des affirmations selon lesquelles ses interactions avec les services de sécurité britanniques auraient alimenté son ressentiment croissant, bien que les interprétations de cet aspect varient et restent contestées. Cote et El Sheikh étaient liés à un groupe de jeunes de l'ouest de Londres, fréquentant des mosquées et des cercles où des opinions radicales circulaient souvent. Ces réseaux informels servaient souvent de tremplin vers des organisations extrémistes structurées. En 2011, le début de la guerre civile syrienne a créé un nouveau point focal pour le recrutement djihadiste et la Syrie est devenue une destination pour les combattants étrangers. Et l'émergence du groupe militant État islamique d'Irak et de Syrie a intensifié cette tendance. La propagande sophistiquée du groupe, comprenant des vidéos en ligne et une présence sur les réseaux sociaux, a attiré des recrues de toute l'Europe. Et entre 2012 et 2013, les 4 hommes avaient quitté la Grande-Bretagne et voyagé en Syrie, marquant un tournant décisif, passant de la sympathie idéologique à la participation active dans une organisation extrémiste violente. Ceci est l'histoire des Beatles de Daesh. Bienvenue dans Wars of the World. Arrivés en Syrie, les 4 hommes ont rejoint Daesh. Les combattants étrangers recevaient des rôles selon leurs compétences linguistiques, leur loyauté et leur fiabilité. En raison de leurs compétences en anglais et de leur nationalité britannique, Mouazi, Coté, El Sheikh et Davis se sont vus confier des rôles impliquant la gestion des otages. Leur maîtrise de l'anglais les rendait précieux tant pour les tâches opérationnelles que pour les efforts de propagande et ils sont devenus membres d'une unité chargée de détenir et de surveiller des journalistes occidentaux, des travailleurs humanitaires et d'autres civils de premier plan enlevés. Ce sont ces otages qui ont surnommé les 4 les Beatles, attribuant à chaque membre un surnom correspondant au célèbre groupe John, Paul, George et Ringo. Il existe quelques divergences concernant les noms attribués à chaque membre. Cependant, il est largement reconnu que le chef et le plus tristement célèbre d'entre eux était Mohamed Mouazi, qui était connu sous le nom de John et couramment appelé Jihadi John. On pense que George était Alexander Coty, bien que certaines sources le désignent sous le nom de Ringo. De même, El Shafi El Sheikh était soit George, soit Ringo. On pense largement que Paul était Ainé Leslie Davis. Ce surnom n'était en rien affectueux. Cela venait seulement de leur accent anglais, car ces 4 hommes étaient réputés plus brutaux et durs que les autres gardiens de Daesh.
Il est compréhensible que les membres encore en vie des Beatles aient été horrifiés que leur nom serve à des terroristes, Ringo Starr déclarant « c'est des conneries ». Leur action là-bas va à l'encontre de tout ce que représentèrent les Beatles. Nous avons toujours défendu la paix et l'amour. Les djihadistes détenaient plus de 20 otages dans des cellules exiguës à l'ouest de Raqqa, en Syrie. Le groupe est tristement célèbre pour son traitement des otages, des survivants ayant rapporté des abus systématiques, dont des passages à tabac, de la torture psychologique et de l'humiliation. Les otages étaient maintenus dans des conditions difficiles, fréquemment déplacés d'un endroit à l'autre et faisaient face à des menaces constantes d'exécution. Ils étaient terrifiés chaque fois que les Beatles de Daesh apparaissaient, car ils savaient que cela entraînerait probablement une forme de passage à tabac ou de torture. À un moment donné, Daesh a temporairement relevé ses gardiens de leurs fonctions en raison de leur brutalité excessive. Leurs otages incluaient les journalistes américains James Foley, Stephen Sotloff et les humanitaires britanniques David Haynes, Alan Henning. Le groupe cherchait à obtenir des rançons pour leurs otages et affirmait à leurs captifs avoir reçu de certains pays européens des millions de dollars en rançon, de quoi prendre leur retraite au Koweït ou au Qatar. Ils ont aussi contacté les familles de certains otages britanniques et auraient de garder des liens avec leurs associés et amis au Royaume-Uni. La mère de James Foley, Diane, a déclaré dans une interview « Leur demande était impossible pour nous, 100 millions d'euros ou la libération de tous les prisonniers musulmans ». Les exigences des terroristes étaient principalement adressées au gouvernement, mais en tant que famille à l'américaine, nous devions trouver comment y répondre. Peut-être que la chose la plus méprisable qu'ils aient faite a été de se filmer en train d'exécuter des otages par décapitation et de produire des vidéos montrant ces actes horribles. Dans ces enregistrements, les visages des bourreaux étaient toujours cachés. Mohamed Mouazi est notamment devenu le visage tristement célèbre de la brutalité de l'État islamique. Il est apparu à plusieurs reprises dans des vidéos de propagande médiatisées où il prononçait en anglais des déclarations glaçantes avant d'exécuter les otages. Ces vidéos n'avaient pas seulement pour but de choquer, mais étaient diffusées stratégiquement dans le monde entier pour semer la peur au sein des gouvernements et attirer des recrues potentielles à leur cause. À mesure que ces vidéos macabres circulaient en ligne, elles ont considérablement renforcé le sentiment de terreur associé à Daesh. Un ancien membre de Daesh a expliqué que la décision d'utiliser un individu britannique pour les décapitations était probablement une tactique délibérée visant à créer la perception qu'une personne européenne ou occidentale était responsable du meurtre d'un Américain. Entre août 2014 et janvier 2015, les exécutions brutales d'otages tels que James Foley, Stephen Sotloff, David Haynes et Alan Henning ont suscité une condamnation unanime de la communauté internationale. Alors que Mohamed Mouazi était le bourreau le plus visible dans bon nombre de ces vidéos, les enquêtes ultérieures ont révélé que d'autres figures clés, dont Alexander Cote et El Shafi El Sheikh, ont également joué des rôles importants dans ces actes. Ayn Leslie Davis a eu un rôle mineur dans le groupe. À la fin du mois de août 2014, un contingent important du Special Air Service britannique a été déployé dans le nord de l'Irak et l'ancien agent du MI6, Richard Barrett, a suggéré qu'il serait de bientôt envoyé en Syrie. Leur mission était de traquer un groupe précis avec des technologies avancées et peut-être secourir d'autres otages. En septembre de la même année, les services de renseignement et de sécurité britanniques, dont le MI5 et Scotland Yard, collaboraient avec leurs homologues américains tels que la CIA et le FBI. Des équipes de terrain du MI6 et de la CIA opéraient dans le nord de la Syrie pour identifier et localiser le groupe, tandis que les agences d'écoute électronique britanniques et américaines interceptèrent leurs communications. Le 12 novembre 2015, un drone américain a mené une frappe aérienne à Raqqa visant Mouazi alors qu'il quittait un bâtiment et montait dans un véhicule. Des responsables américains ont indiqué qu'il aurait été tué lors de ce qui a été décrit comme une frappe parfaite et nette, sans dommages collatéraux. Cependant, sa mort n'a pas été confirmée à ce moment-là, et ce n'est qu'en janvier 2016 que l'État islamique a confirmé qu'il était effectivement mort. L'élimination de Mouazi du conflit n'a pas mis fin à l'enquête sur le groupe. Au contraire, les efforts ont visé à localiser et capturer les membres restants. Le 24 janvier 2018, El Sheikh et Coté ont été appréhendés et initialement détenus par les États-Unis en Irak avant d'être transférés aux États-Unis. En 2018, ils ont été déchus de leur citoyenneté britannique.
Les autorités américaines ont débattu de la possibilité de les détenir indéfiniment sans procès à Guantanamo ou d'envisager un procès à la Cour internationale de justice à La Haye comme alternative. L'apport clé du gouvernement britannique a joué un rôle crucial dans la condamnation des deux hommes. Le système juridique britannique interdit d'aider dans des affaires judiciaires étrangères pouvant mener à la peine de mort. Néanmoins, le ministre de l'Intérieur Sajid Javid a d'abord approuvé l'octroi d'un soutien juridique aux États-Unis, même sans garantie que Coty et El-Sheikh n'encouraient pas la peine capitale, principalement à cause des réactions négatives attendues sous l'administration Trump. Un tribunal britannique a interdit de partager des preuves avec les autorités américaines sauf si la peine de mort est exclue. Le 18 août 2020, le gouvernement américain a assuré au Royaume-Uni qu'il ne chercherait pas à obtenir la peine de mort dans cette affaire. Le 7 octobre 2020, Coty et El-Sheikh ont été transférés aux États-Unis pour faire face à des accusations de complot et de prise d'otages ayant entraîné la mort. Le 2 septembre 2021, Coty a plaidé coupable devant un tribunal américain des accusations de complot liées au meurtre de 4 otages américains. Par la suite, le 14 avril 2022, El-Sheikh a été reconnu coupable par un jury fédéral de 8 chefs d'accusation criminels découlant de son implication dans la cellule terroriste. Les deux hommes ont été condamnés à 8 peines de réclusion à perpétuité simultanée, sans possibilité de libération conditionnelle, et purgent actuellement leur peine à l'ADX Florence, une prison supermax située dans le Colorado. En revanche, Hayne Davis a suivi un parcours différent. Il a été capturé en 2015 en Turquie et a été jugé en 2016 pour avoir prétendument planifié une attaque terroriste. L'année suivante, un tribunal turc l'a condamné pour des infractions liées au terrorisme, ce qui a entraîné une peine de prison de 7 ans et demi. En août 2022, Davis a été expulsé de Turquie et arrêté à son retour au Royaume-Uni. Il a ensuite été inculpé en vertu de la loi britannique antiterroriste de 2000 pour avoir apporté un soutien financier au terrorisme et pour possession d'une arme à feu à des fins terroristes. Davis a été placé en détention provisoire et a plaidé coupable des 2 chefs d'accusation en octobre 2023. Il a été condamné à 8 ans de prison, suivi de 8 années supplémentaires de liberté, surveillées après sa libération. Les Beatles de Daesh sont devenus l'un des symboles les plus notoires de la brutalité associée à Daesh. Leurs actions ont fortement influencé la perception du public sur le conflit syrien et les dangers des combattants étrangers. Pour les familles des victimes, les procès et les condamnations qui ont suivi ont apporté une certaine forme de soulagement, même si la douleur de la perte reste irréparable. Ces affaires ont aussi suscité des débats sur la lutte antiterroriste, la radicalisation et les devoirs des États pour prévenir l'extrémisme. L'histoire de ces individus montre comment des vies ordinaires peuvent parfois mener à une violence extrême. Elle souligne également la nécessité d'une intervention précoce, de l'engagement communautaire et de la collaboration internationale pour lutter contre la radicalisation. Les Beatles de Daesh faisaient partie d'une tendance plus large, qui a vu des milliers de combattants étrangers se rendre en Syrie et en Irak, dont beaucoup ont été attirés par une propagande présentant Daesh comme un État viable ou un devoir religieux. Les gouvernements ont instauré des mesures pour limiter ces déplacements, restrictions de passeports, surveillance accrue et programmes de déradicalisation. Le retour de ces combattants étrangers pose toujours d'importants défis juridiques et éthiques. Cependant, les cas de Coty, El-Sheikh et Davis servent d'exemple sur la manière de mener des poursuites tout en conciliant les préoccupations de sécurité avec le respect de l'état de droit. Les crimes atroces des Beatles de Daesh contre les otages ont choqué et indigné le monde entier. Et au lieu d'être évoqués avec fascination ou pour leur notoriété, leur héritage devrait servir de rappel brutal du coût humain de l'extrémisme et de l'urgence de rendre des comptes.